Hugues. Est-ce que Hugues s'est présenté? Vous savez que c'est le rédac-chef d'Imagine Demain le Monde. Peut-être certains d'entre vous ne savaient pas. Je vous ai entendu rire quand il a dit que j'ai fait une thèse sur les fourmis. J'en ai entendu quelques-uns rire. C'est toujours l'effet que ça fait. Merci d'être venus si nombreux ce soir. C'est toujours impressionnant. Merci pour l'invitation. Merci Hugues pour cette présentation. Ce soir, alors je ne l'ai pas faite beaucoup cette conférence. C'est toujours pour moi une redécouverte. Par contre, ça fait longtemps que ce thème me passionne. Je vais juste me présenter en quelques instants pour vous dire d'où je parle, de quelle posture et pourquoi je vous parle de ça. J'ai une formation scientifique. C'est comme ça que je vois le monde, j'analyse le monde et je transmets aussi ce que je sais. Et avant, pendant l'adolescence, j'étais passionné par la socialité dans le monde vivant. Moi, ce qui me passionne, c'est pourquoi il y a des espèces sociales. Pourquoi les fourmis vivent en société, les singes, il y a des chauves-souris, des rats, les humains. Et du coup, ça s'est décliné en une thèse de doctorat. J'ai fait l'agro à Jean-Loup, puis j'étais un peu déçu de l'agronomie classique. J'ai eu la chance de trouver un professeur qui m'a formé aux fourmis. Il était docteur en fourmis. Du coup, je suis parti là-dessus. Et c'était comme un grand-père qui m'a pris sous son aile. Et j'ai découvert un monde incroyable. Donc j'ai fait de l'éthologie, la science du comportement animal. Et en fait, les fourmis, ça ne suffisait pas. Je m'intéressais aussi aux guêpes, aux fourmis, aux termites, aux insectes sociaux en général, et aux humains. Et en fait, ça fait 10 à 12 ans, peut-être, ouais, c'est ça à peu près, que je compile des choses là-dessus. Donc ça, c'est mon grand dada. C'était pas l'effondrement à la base, c'est ça qui me passionne. Et la question de l'effondrement, en fait, elle est venue pour ceux qui connaissent mes travaux sur l'effondrement, que j'ai fait en particulier avec Raphaël Stevens. C'est venu après, c'est venu sur le tard. Parce qu'après mes études scientifiques, j'ai fait 4 ans d'éducation populaire, d'éducation permanente, ici à Liège, à Barricade, à Pierreuse. Donc je suis ravi de revenir ce soir ici. C'est un peu chez moi ici, en tout cas dans le cœur. Et voilà, donc c'est parti pour l'entraide. On va essayer de faire une petite heure de conférence et après de discuter autour de ça. Vous allez voir, c'est un thème tellement énorme qu'on pourra discuter de tout et n'importe quoi. Ça peut partir dans tous les sens. On peut même discuter après d'effondrement si vous voulez. Il y a beaucoup de liens à faire. Et ce que je vous propose, oui, juste pour Gauthier Chapelle, qui vit ici en Belgique, il est aussi, comme moi, il est agronome et docteur en petites bêtes. Lui, il a étudié les crustacés arctiques. Et il a amené le biomimétisme, le fait de s'inspirer du monde vivant pour créer des systèmes durables, résilients et efficaces. Donc il a mis ça en Europe il y a une quinzaine d'années. Vous avez sûrement vu sur Internet, il y a des vidéos incroyables qui sont likées des dizaines, des milliers, voire des millions de fois. Par exemple, des vidéos où on voit un chat faire des choses incroyables, nouer une amitié avec un hibou, une chouette par exemple. Des amitiés aussi improbables. Ici on voit un gnou qui se fait attaquer par un crocodile. Et en fait, il y a 2 hippopotames qui viennent le sauver. Alors on like, on trouve ça, waouh, on trouve ça génial. Voilà, d'autres choses un peu fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas pourquoi ils font ça, c'est pourquoi nous, on trouve ça fou. Pourquoi on like, et pourquoi on a envie de montrer aux autres, pourquoi on fait waouh. Et en fait, on a l'habitude de considérer les espèces animales, végétales et autres, mais surtout animales, mais comme des organismes qui font des choses déterminées. Un chat, ça fait ça, c'est instinctif, et puis ça ne devrait pas nouer une amitié avec une chouette. Et puis, ces comportements un peu déterminés, classés dans des cases, chaque espèce, chaque case, eh bien, elles ont des relations entre elles, les espèces, qui sont de l'ordre de la prédation, la chaîne trophique, la chaîne alimentaire. Et puis on voit la nature
le cadre de la nature qu'on a l'habitude de s'imaginer, c'est une arène impitoyable. Alors là, je cite un ami de Darwin, Thomas Huxley, qui parlait de arène impitoyable, de gladiateur. La vie, c'est un combat de gladiateurs dans une arène impitoyable, c'est ce qu'il dit. Et où le plus grand mange le plus petit, le plus rapide mange le plus lent, le plus malin, le plus bête, etc. Et où il faut courir pour survivre, et finalement, il n'y a qu'une loi, c'est la loi du plus fort ou la loi de la jungle. Alors il se trouve que, il y a 15 ans, moi justement, j'étudiais les fourmis dans la jungle. J'étais en Guyane française pendant quelques mois, et j'étudiais c'était mon mémoire de TFE à Jean Blou et de master, à l'époque on appelait ça un DEA, à Paris 13, et j'étudiais les fourmis arboricoles, qui vivent dans les arbres, qui font des territoires dans les arbres. Et j'ai observé, par exemple, effectivement de la prédation. Ici on a 2 fourmis qui attrapent une mouche, mais en observant aussi de la coopération. Les fourmis coopèrent pour attraper la mouche. Moi j'ai étudié une espèce de fourmi, celle-là, qui est arboricole et qui se nourrit sur des petits nectaires extrafloraux, c'est pas des fleurs, voilà. Et l'arbre produit du liquide sucré, du miella, en échange de la protection des fourmis. Les fourmis protègent l'arbre, n'importe quel ravageur qui veut tenter de grignoter les feuilles se fait zigouiller par la fourmi. Donc on a un échange de bons procédés, de services, protection contre nourriture. Ça s'appelle un mutualisme. Et en fait, dans le nid de fourmis, ici on est sous les feuilles, et ces fourmis-là, cette espèce-là fait des nids en carton, dans lesquels logent les fourmis, les larves, etc. Et dedans, avec les collègues chercheurs, on a trouvé une coccinelle, une espèce de coccinelle qui vit en symbiose avec les fourmis. C'est bizarre parce que les coccinelles, d'habitude, elles se castagnent avec les fourmis pour l'accès aux pucerons, justement. Et puis on a même trouvé une espèce de guêpe, des toutes petites guêpes qui font des nids, mais c'est une guêpe sociale, hein, qui fait des petits nids dans le nid de fourmis et qui interagit de manière spéciale pour avoir aussi une protection des fourmis. Parce que l'insecte qui arrive à se faire adopter par les fourmis, à rentrer dans le territoire, il est protégé de quasiment tout. Personne n'embête les fourmis. Donc il est protégé des prédateurs. Donc on a un mutualisme que j'étudie. Alors finalement, dans la jungle, on parle de loi du plus fort, loi de la jungle. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les mythologies qu'il y a derrière notre représentation de la jungle? Est-ce qu'on est plutôt du côté de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, ou plutôt Rousseau, le bon sauvage? Et en fait, avec Gauthier et Chapelle, ce qu'on a fait, c'est que on est allé voir toutes les disciplines scientifiques, quasiment toutes, hein, tu les citais, neurosciences, anthropologie, économie, sciences politiques, sociologie, etc. Et puis éthologie, génétique, sciences de l'évolution pour le monde des non-humains, on va dire. Et dans cette approche transdisciplinaire, passionnante, on a dû réunir des milliers d'articles, 3 000 à 4 000 articles, 200-300 bouquins, c'est génial, on a pris beaucoup de plaisir et on a eu beaucoup de déclics. Des effets waouh, qui font que on regarde plus il y a l'avant et l'après, on ne regarde plus les choses de la même manière. Et c'est ces déclics que je voulais partager avec vous ce soir. Voilà, on en a quelques-uns, il y en a plein en fait, mais j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous. Alors on va faire un petit tour d'horizon d'abord, de l'entraide dans le monde vivant. Alors par entraide, c'est un mot générique qu'on a choisi. C'est un mot générique qu'on a choisi pour désigner toutes les manières qu'ont les êtres vivants de s'associer. Très général. Versus toutes les manières qu'ont les êtres vivants de se séparer. Ça c'est compétition, agression, il y en a plein. Et voilà, nous on va étudier la force inverse. Et on a choisi le mot entraide en hommage à un grand scientifique qui a publié un livre en 1902 qui s'appelle L'entraide, un facteur de l'évolution. Et ce scientifique, c'est Pierre Kropotkin, un russe, qui était contemporain de Darwin, qui a lu Darwin, qui a adoré Darwin, c'est la théorie de la sélection naturelle. D'ailleurs, c'est génial, Darwin, il faut lire, c'est un beau texte, c'est intelligent, c'est fin, c'est vraiment excellent à lire. Et il a adoré ce livre, il est parti en expédition en Sibérie à la recherche des preuves de la sélection naturelle. Et ce qu'il a observé avec son équipe, et puis après des années de recherche et d'observation,
chez les humains et les animaux, les plantes, c'est que les individus qui survivent le mieux ne sont pas forcément les plus forts, même pas souvent. Ce sont celles qui coopèrent le plus, celles qui s'entraident le plus. D'où son livre L'entraide, un facteur d'évolution, pardon. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est lui rendre hommage. Enfin, c'est un gros clin d'œil, si vous voulez, et c'est une synthèse de tout ce que la science a découvert depuis Kropotkin. Kropotkin, en fait, a été oublié pendant un siècle. Aujourd'hui, on le ressort, les scientifiques et le monde politique, parce que Kropotkin était un grand anarchiste, un des grands théoriciens de l'anarchisme. Et à l'époque où cette branche du socialisme naissait, les courants révolutionnaires crépitaient partout en Europe, Bakounine, etc. Et Kropotkin a fondé un des piliers de la théorie anarchiste, qui est l'entraide. Et il a été oublié à la fois par le monde politique, puisqu'il n'était pas d'accord avec l'État. Il disait même qu'il faut détruire l'État pour pouvoir faire ressortir nos capacités prosociales, nos capacités d'entraide naturelles. Bon, ça a été oublié par les marxistes, et puis ça a été oublié par les scientifiques, parce que la biologie, c'est braqué sur le gène et a oublié un petit peu les travaux. On y reviendra par la suite si vous voulez, mais voilà ce qu'on entend par entraide. Et donc dans ce petit tour d'horizon, les biologistes parlent d'altruisme sans connotation morale, pour désigner des actes d'entraide qui vont jusqu'au sacrifice. Une abeille qui pique et qui meurt, elle se sacrifie pour le bien de la colonie. Ça s'appelle de l'altruisme en biologie, au sein d'une famille. D'accord ? Donc l'altruisme des fourmis qui sont des ouvrières, des sœurs, elles sont toutes sœurs, issues de la même mère. Et il y a des actes incroyables. Alors les évolutionnistes disaient, mais comment c'est possible ? Quand on a cette théorie de l'évolution, de la sélection naturelle dans la tête, comment expliquer qu'une abeille se sacrifie ? C'est pas possible. Sinon, elle ne serait pas sélectionnée par l'évolution. Donc ça, c'était un caillou dans le pied de la théorie de l'évolution pendant des décennies. Et aujourd'hui, la biologie a démêlé cette histoire. Je vous raconterai ça à la fin de la conférence. En tout cas, pour dire que au sein d'une espèce, alors on sort de la famille, là, c'est des pigeons, par exemple. Ils ne sont pas de la même famille, mais c'est la même espèce, et ils s'entraident, ils peuvent se regrouper pour échapper aux prédateurs, mais ça peut être des lions ou des lionnes plutôt, qui coopèrent pour chasser, etc. Là, on parle de coopération au sein d'une espèce. Et c'est très fréquent. Et quand il y a des échanges de bons procédés entre deux espèces ou plusieurs espèces différentes, comme ici la pollinisation, une abeille qui vient prendre de la nourriture en échange du transport de pollen, ça c'est des mutualismes. C'est un terme qu'on retrouve en politique, surtout dans la naissance des mutuelles, des mutualités justement, au cours du 19e et 20e siècle. Donc on a voilà, des petites convergences entre un vocabulaire historique, politique et biologique. Un exemple que j'aime beaucoup sont les migrations, les grandes migrations en Afrique de l'Est, où on voit s'associer les gnous, les zèbres et les antilopes. Et ce qui est assez chouette en fait, c'est que les gnous ont l'odorat très fin, mais les zèbres voient plus loin. Les gnous sont un peu aveugles en fait, et les zèbres c'est les GPS du troupeau. Et les antilopes, elles entendent bien quand il y a un prédateur. Et à 3, l'immigration se passe beaucoup mieux. Et un exemple aussi merveilleux, ce sont les lichens. Vous savez peut-être que les lichens, en fait, c'est une fusion, une symbiose très aboutie, on va dire, très ancienne, entre algues et champignons. C'est une espèce d'algue et 2, 3, voire 3 espèces de champignons qui s'associent ensemble et qui fusionnent pour former un super organisme. Et c'est grâce aux champignons que les algues ont pu sortir de la mer et envahir et coloniser tous les espaces terrestres. Les lichens se retrouvent dans des milieux extrêmes dans tous les continents. Donc fusionner, s'entraider, parce qu'en fait les algues photosynthétisent, donc ils prennent l'énergie du soleil et la convertissent en sucre, c'est ça. Et le champignon ne peut pas faire ça, donc il prend les sucres et en échange, il protège les algues et ils permettent aux algues d'aller au milieu terrestre. Donc les échanges de bons procédés, l'entraide, permet à la nature, aux vivants, d'innover. C'est un des grands principes aussi. C'est comme ça que le vivant innove. Un exemple magnifique, c'est la coévolution entre pucerons et fourmis. Depuis des millions d'années, les fourmis, c'est 100 millions d'années,
d'évolution en socialité, d'expérience en socialité. Nous, on a quoi, quelques centaines de milliers d'années. Les plus anciens sont les termites, on y viendra juste après. Et en fait, les fourmis, elles font comme nous, avec les vaches, c'est-à-dire qu'elles ont des troupeaux de pucerons, et elles traient les pucerons en leur chatouillant l'abdomen avec les antennes, et il y a une goutte de miella qui sort, elles récoltent ça, elles se distribuent, les fourmis la traitent entre elles, et alors, quand il fait mauvais, elles les protègent des prédateurs, elles les rentrent dans des abris, elles les ressortent quand il fait beau, et puis quand elles ont besoin de viande, elles mangent quelques pucerons, comme nous avec les vaches. Ils ont inventé ça depuis des millions d'années. De l'agriculture aussi, mais bon, c'est une autre histoire. Et les termites, je parlais des termites tout de suite, c'est impressionnant aussi, 300 millions d'années d'évolution en socialité. Ce sont nos grands-parents sociaux, nos ancêtres sociaux, les plus anciens. Et en fait, les termites, ils ont acquis la capacité de manger du bois. Et c'est très rare chez les insectes. Même nous, on ne sait pas manger du bois, le digérer, parce qu'il y a de la lignine. Et ce qu'ils ont fait, les termites, c'est qu'ils sont associés à des bactéries. Et les bactéries, elles savent tout faire. Quasiment tous les processus métaboliques, physiologiques, de transformation, ou je ne sais pas quoi, tout existe. Si vous voulez inventer quelque chose, innover dans la nature, associez-vous à des bactéries. C'est ce qu'ils ont fait dans le tube digestif des termites. Il y a des bactéries qui digèrent la lignine, et ça a permis un succès écologique immense pour ce groupe d'insectes. Pareil pour certains organismes qui vivent dans les abysses, où il n'y a pas de lumière, des bactéries qui vivent sur la peau, un peu partout, et qui font de la bioluminescence, et qui permettent à ces animaux, à tout un écosystème très complexe d'ailleurs, c'est une belle symbiose, voilà, dans les abysses pour faire un petit peu de lumière. Là, on est dans la famille des fabacées, les légumineuses, 19 000 espèces végétales, donc 19 000 espèces de cette famille. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Si vous avez fait de l'agroécologie, vous savez évidemment, c'est une association avec des bactéries qui ont trouvé l'astuce pour avoir des engrais à l'infini, des engrais azotés. Où est-ce qu'il y a de l'azote? Dans l'air, le diazote N2, et il y a des bactéries qui captent l'azote de l'air et qui le transforment en engrais. Et du coup, les fabacées ont créé des petits nodules où elles logent les bactéries, les rhizobiums. Et les rhizobiums apportent, échangent de bons procédés, apportent des engrais en échange de protection, de nourriture, de logement, etc. Et si on reste dans les racines, il y a encore quelque chose d'encore plus formidable. Vous avez sûrement entendu parler de ça récemment. Il y a eu un buzz autour d'un livre, La vie secrète des arbres, ça, de Peter Wolleben, le forestier allemand. C'est dans toutes les bonnes librairies, c'est assez bien raconté. Et en fait, ça relate les travaux d'une Canadienne, Suzanne Simard, d'une chercheuse qui a découvert il y a 15-20 ans, une quinzaine d'années, quelque chose d'incroyable sur les racines. En fait, les racines de tous les arbres et toutes les plantes sont prolongées par des champignons qui vont beaucoup plus profond parce qu'ils sont plus fins. Le mycélium des champignons est plus fin. Il va dans les interstices des cailloux, il prend plus d'eau, il arrive à capter plus de nutriments pour la plante. Et en échange, la plante qui photosynthétise, elle donne des sucres aux champignons. Et c'est tout bénef. C'est bien qu'aujourd'hui, toutes les plantes sont concernées par cette symbiose, par ce mutualisme. Et en fait, le champignon, il est malin, il n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier, et il a interconnecté en fait tous les arbres de la forêt dans ce que Peter Wolleben appelle le Wood Wide Web, qui est beaucoup plus complexe que notre bête Internet. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que du coup, une symbiose, une entraide entre champignons et plantes, permet de créer de l'entraide entre plantes. L'entraide appelle l'entraide, encore un processus d'innovation dans le vivant. Et en fait, les arbres, c'est ce qu'a découvert la Canadienne, peuvent communiquer donc, par les feuilles, ça on le savait, et se prévenir des ravageurs, mais par les racines aussi, et se transmettre des sucres. Et les grands arbres qui ont accès à la lumière, qui sont solides, qui sont forts, ils peuvent transmettre des sucres et des nutriments aux jeunes pousses qui démarrent, qui ont besoin de lumière, qui n'ont pas accès à la lumière, ou qui sont malades et qui sont à long terme. Et ça se passe entre espèces aussi.
Donc il y a un boulot qui peut transmettre à un jeune boulot des sucres, mais un boulot qui peut transmettre des sucres à un sapin qui en a besoin. Les arbres, la forêt, le mycélium, les mycorhizes, on appelle ça les mycorhizes, les champignons racinaires, ont inventé les allocations familiales et la sécurité sociale des millions d'années avant nous. Et ça change, voilà un grand déclic, ça change la vision qu'on a de la forêt. On a souvent la vision en biologie de lutte, voilà, on joue des coudes pour l'accès à la lumière. Ça existe, il y a de la compétition. Il y a aussi d'autres pans qu'on n'avait pas vus. Voilà un changement de vision. Enfin, pour moi, j'ai découvert ça, il y a l'avant et l'après, c'est évident. Alors chez les humains, on a aussi la sécurité sociale, encore quelques temps en tout cas, c'est pas tout à fait détruit, et les allocations familiales. C'est très complexe chez les humains. On ne pourra pas tout détailler ici, on pourra aborder ça pendant les questions si vous voulez. J'ai quelques dias aussi pour creuser la question. Moi, ce que je voulais dire sur les humains, c'est que le cœur de l'entraide humaine, c'est la réciprocité. Et ça nous vient de notre capacité d'empathie. L'empathie avec les neurones miroirs, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, une zone du cerveau qui fait que lorsqu'une personne en face de vous fait quelque chose, eh ben les neurones miroirs s'allument et la zone de l'action aussi. Et c'est pas que l'action, ce sont les émotions aussi. Quelqu'un qui est triste devant vous, c'est pas juste vous allez savoir qu'il est triste, non, vous allez être aussi triste. On a un effet miroir très très puissant. Et ça fait des effets de jeu de miroir justement à l'infini. Et donc ça, c'est ancré en nous, vraiment fort. Ça, il y a des expériences magnifiques sur les bébés qui ont des comportements d'empathie, des comportements prosociaux, dès 3 ans, 2 ans, 1 an, il y a des expériences jusqu'à 7 mois. Avant même d'acquérir le langage, il y a des bébés qui savent, il y a des tests, des expériences incroyables aussi, ils font des tests et le bébé est capable d'aller poser son jouet préféré pour aller aider un adulte en difficulté, choisir entre 2 adultes qu'il a vu coopérer ou pas avec d'autres personnes, donc des adultes qui ont déjà bonne réputation, il a déjà intégré ça et il va choisir le bon adulte, etc. Il y a des expériences incroyables qui se retrouvent chez les singes, chez certains singes, pardon, certains primates. Et ces caractéristiques des bébés, jusqu'à 3, 4, 5 ans, se retrouvent chez les primates. Et à partir de 5 ans, on va dire, à peu près, les humains, en plus, acquièrent d'autres caractéristiques que les singes alors non plus, et qui fait toute la complexité, et qui vient se rajouter aux autres comportements, et qui fait toute la complexité de l'empathie et de la réciprocité humaine. Alors je dis que c'est le cœur, la réciprocité, c'est le cœur de l'entraide humaine, et c'est tout simple à comprendre. Lorsque vous faites un cadeau à quelqu'un, pour n'importe quelle occasion, même une surprise, c'est quelqu'un a incroyablement envie de vous rendre un cadeau. Et c'est ancré en nous, c'est ancré en nous. Mais on ne peut pas rendre le cadeau tout de suite. Si vous me faites un cadeau, vous me ferez un livre, je ne vais pas tout de suite courir au magasin et vous rendre quelque chose. Ça serait mal vu. Il y a plein de règles très complexes dans la réciprocité humaine, je ne vais pas détailler ici, mais qui fait que, c'est ce que l'anthropologue Marcel Mauss, au début du XXe siècle, en 1920, dans son essai sur le don, a appelé le don et le contre-don. Le triple acte de donner, recevoir et rendre, c'est la base de toutes les sociétés humaines. Et c'est ancré dans les neurones miroirs, notre capacité d'empathie, que nous partageons avec beaucoup d'autres espèces. Beaucoup d'animaux possèdent cette capacité d'empathie. Et de réciprocité. La réciprocité, mais ça touche des dizaines et des dizaines d'espèces. Il y a des ongulés, des singes évidemment, il y a même des chauves-souris, des rats, etc. Il y a beaucoup d'espèces qui ont ça. Mais l'humain a beaucoup de complexité en plus. Il y a des magnifiques expériences en neurosciences, ça je ne peux pas résister, il faut que je le raconte. C'est certains économistes expérimentaux, il y a beaucoup d'économistes théoriques, mais il y a heureusement certains expérimentaux, qui mettent des gens, des personnes volontaires, ils leur donnent un peu d'argent et ils font des jeux économiques. Et ils testent leur capacité à être égoïste, altruiste, coopératif, etc. Et en fait, ils mesurent aussi les réactions du cerveau.
Et en fait, quand on met quelqu'un devant vous qui coopère, votre cerveau va allumer les zones du plaisir et de la récompense. C'est très puissant chez nous, comme si l'entraide était une drogue. C'est quelque chose de vraiment qui provoque du plaisir. Il y a même de l'anticipation du plaisir. Vous avez du plaisir à savoir que vous allez coopérer dans le futur avec quelqu'un. Et les bébés l'ont aussi, ça. Et quand quelqu'un est égoïste ou coopère pas, ou fait défaut, ou participe pas au bien commun, ou ne paye pas ses impôts, il y a des expériences là-dessus, eh bien ça provoque du dégoût chez vous. Les zones du dégoût se mettent en marche. Et c'est les mêmes zones, les zones du dégoût qui se déclenchent quand un coopérateur, un altruiste se fait punir par le groupe. Et inversement, vous avez du plaisir à voir un tricheur se faire punir. Et c'est les mêmes zones qui se déclenchent. Et l'expérience magnifique, c'est qu'ils ont fait coopérer un ordinateur. Et quand l'ordinateur fait la même action de coopération que la première que je disais où le cerveau se déclenche, et bien là, avec l'ordinateur, ça ne se déclenche pas. Les zones du plaisir du cerveau ne se déclenchent pas. Donc bien, c'est quelque chose de très humain, de profondément humain, de l'ordre de, mais j'allais dire du mystère, mais de quelque chose qu'on ne peut pas appréhender, quelque chose qui nous dépasse. Et là, on touche à ce que Régis Debray, dans son livre sur la fraternité, voilà, appelle un homme sacré. Il y a quelque chose de sacré dans la réciprocité, dans ce jeu infini de miroirs où on se représente l'autre et on se représente l'autre qui se représente, qui nous représente aussi dans notre unicité, individualité. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Ce qui fait de nous l'espèce, une espèce ultra-sociale. C'est un mot utilisé par les scientifiques pour dire une espèce, nous les humains, qui avons su faire des sociétés, des groupes humains de plusieurs millions d'individus. Alors ça, les fourmis savent faire, sauf que les fourmis, c'est une famille. Et nous, on peut coopérer même entre inconnus, même entre personnes éloignées génétiquement, etc. Et ça, c'est possible, ce qui fait de nous l'espèce peut-être la plus coopérative du monde vivant. Et c'est possible parce qu'on a une couche en plus, la couche culturelle, et on a mis en place le langage, la symbolique, etc., et des normes sociales. Et des normes sociales gravées dans le marbre et stabilisées par des institutions. Et l'invention des institutions et des normes sociales, c'est quelque chose qui a pu faire exploser la taille des groupes et le niveau de coopération, d'altruisme et de réciprocité dans notre évolution humaine. C'est quelque chose qui est unique chez les... Enfin, voilà. C'est unique, le degré de culture et de coopération est unique. Par contre, il y a d'autres espèces, comme les orques, etc., les singes, qui ont de la culture. Nous ne sommes pas la seule espèce à avoir une évolution culturelle. Les baleines, etc. Mais à ce niveau-là, c'est unique. Alors quoi, dans la jungle? Là, on a fait un petit tour d'horizon. On a eu quelques déclics. Moi, ce qui m'a frappé et bouleversé, c'est d'abord que l'entraide, en tout cas les manières de s'associer dans le vivant, c'est tout le temps et partout, et depuis la nuit des temps. Depuis 2,8 milliards d'années qu'il y a de la vie sur Terre, il y a des êtres vivants qui s'associent, qui s'entraident, qui s'échangent des bons procédés. C'est pas juste une petite vidéo sur un réseau social qu'on va liker. C'est pas juste un petit cas particulier. C'est massif. Il y en a partout et tout le temps. L'autre fait qui nous a surpris pendant nos recherches, c'est la diversité incroyable des manières de s'associer. De toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les densités, de toutes les possibilités. Il y en a qui sont obligatoires, il y en a qui sont facultatives, réversibles, irréversibles. Il y a de tout. Ce qu'on a appelé la symbiodiversité. Et ça, c'est beau. Il y a une mosaïque, la jungle, c'est une mosaïque d'espèces, mais une mosaïque d'interaction de toutes les couleurs. Et un autre principe, et là on rejoint Kropotkin, c'est que ce ne sont pas forcément les plus forts qui survivent, mais les plus coopératifs. Et ça, les évolutionnistes, depuis une dizaine d'années, commencent à redécouvrir ce grand principe. Voilà, que l'entraide est un facteur de l'évolution. Ça touche beaucoup, ça renverse beaucoup de manières de représentation du monde.
Et il y a un dernier déclic que j'aimerais partager avec vous. Et pour ça, on va partir quelques instants dans les montagnes rocheuses aux États-Unis. Et c'est un botaniste écologue, Ragan Callaway, dans les années 90, qui a fait des expériences avec son équipe, où ils ont observé des interactions entre pins et sapins en bas de la vallée, où il fait bon vivre, il fait chaud, il y a des nutriments, etc. Et les pins et les sapins cohabitent ensemble, coexistent. Et ils ont remarqué que quand le pin meurt, le sapin se porte mieux. A priori, ils sont en compétition, ils se gênent. D'accord ? Jusque-là, tout va bien, la compétition. Quand les biologistes avaient les lunettes de la compétition, ils ont fait OK, ça rentre dans la case. Et en fait, cette équipe, ils ont observé d'autres choses. C'est qu'en allant en haut, là où il fait plus froid, plus sec, il y a moins de nutriments, il y a peut-être plus de prédateurs, etc. Eh bien, les pins et les sapins cohabitent, coexistent. Et quand le pin meurt, le sapin se porte moins bien. La même espèce. C'est juste que quand le milieu s'appauvrit, quand le milieu devient hostile, c'est l'entraide qui émerge. Et il y a une magnifique expérience, et ça, ils ont refait l'équipe dans les mesures et les découvertes partout autour du monde avec plein d'espèces différentes et dans plein d'écosystèmes. Et il y a une magnifique expérience aussi 2016 aux Pays-Bas. Des microbiologistes qui ont mis en culture des souches de levure. 2 souches de levure. Et en fait, ils les ont modifiées génétiquement pour que chaque souche ne puisse pas produire un acide aminé vital pour elle. Et donc, chaque souche a besoin d'un bain de cet acide aminé, de nager dans un bain pour vivre dans la lumière. Et ils ont mis les 2 souches ensemble avec les 2 acides aminés, un bain de 2 acides aminés. Donc les 2 souches ont commencé à vivre et à entrer en compétition quand le milieu était très riche en acides aminés. Et quand le milieu est très riche, ils ont observé toujours que l'une prend le dessus sur l'autre et tue l'autre. Il en reste toujours une compétition extrême. Ils ont appauvri le milieu et ils ont remarqué que la compétition s'arrêtait. Ils ont appauvri encore et ils ont remarqué qu'il y avait une entraide entre les deux, c'est-à-dire que l'une produisait l'acide aminé pour l'autre. Ils ont encore appauvri de manière extrême, c'était quasiment de l'eau, et les 2 sont entrés en symbiose. L'une ne pouvait plus vivre sans l'autre. On appauvrit le milieu, l'entraide émerge. Et c'est ce qui se passe avec les manchots empereurs, qui résistent à des vents de moins 200 degrés en ressenti à l'extérieur. Et vous savez, ils tournent, ceux qui sont à l'extérieur, qui protègent le groupe, à un moment ils rentrent et puis ils échangent avec ceux qui sont à l'intérieur. Et si les manchots étaient en mode compétition, ils seraient tous morts. C'est aussi simple que ça. Ceux qui s'entraident survivent. Et quand il y a un milieu hostile, les égoïstes, les compétiteurs, ils meurent. Alors là, on est alors chez les humains, on est à la Nouvelle-Orléans, ici en 2005. Vous vous souvenez de l'ouragan Katrina, qui a marqué quand même les consciences. On a tous les souvenirs des images, des médias, et des gens armés, de l'armée, des policiers armés, et des risques dans la population de pillage, de meurtre, de viol, etc. De vol. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire que le maire et le chef de la police avaient donné des statistiques pour que l'armée arrive, des statistiques sur les vols, les meurtres, les viols, etc. Et en fait, il y a des journalistes qui ont enquêté, qui ont eu le prix Pulitzer, ils ont montré qu'il n'y avait rien eu. Et le chef de la police a dû démissionner. Il a avoué qu'il avait tout inventé. Et ce que montrent tous les sociologues et les psychologues des catastrophes qui étudient les témoignages des rescapés, des catastrophes, ouragans, incendies, crash d'avion, attentats terroristes, etc. Tous les témoignages convergent, il n'y a jamais de panique. Et plus on va à l'épicentre de la catastrophe, plus il y a du calme, de l'auto-organisation et de l'entraide. Alors ça, j'ai essayé de trouver des photos de panique. En fait, c'est des films hollywoodiens ou alors des illustrations.
Si vous avez les films catastrophes, vous voyez tout le monde qui panique, court partout, dans tous les sens. Mais ça n'arrive pas, ça arrive que dans les films hollywoodiens. Et le deuxième mythe, donc c'est le mythe de l'égoïsme. En temps de catastrophe, les gens font sortir des comportements prosociaux extraordinaires, des comportements altruistes extraordinaires, jusqu'à même se mettre en danger eux-mêmes, comme là c'était au World Trade Center, le 11 septembre 2001, des pompiers qui savaient qu'ils étaient condamnés, qu'ils allaient mourir s'ils montaient dans les tours, et ils sont quand même montés sauver les gens. Enfin, il y a des comportements. Et il y avait des témoignages des gens qui descendaient dans les tours, ils descendaient dans les escaliers d'urgence, et il y avait des gens, donc c'était dans le calme, pas de panique, tous les témoignages convergent. Il y avait même des comportements de galanterie. Allez-y, j'en ferai rien. C'est fou. Et il y a des économistes aussi, ça c'est impressionnant, j'adore cette expérience. Ils ont fait les jeux économiques, vous savez, où ils donnent 20 € à chacun, et puis ils testent la capacité qu'on a d'investir dans le bien commun, d'être coopératif. Et puis il y en a qui n'investissent pas. Bon, je vous passe les détails, sinon ça va être trop long. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'était que les joueurs qui répondaient plus vite participaient plus au bien commun. Et en moyenne, les joueurs, voilà, ils participaient à 60% pour le bien commun, sans contrainte. Et ils se sont dit, ah tiens, on va leur mettre la pression. Et là on dit, allez vite, 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 vous avez 2 minutes pour répondre, tac, ou allez-y, répondez automatiquement, spontanément. Et spontanément, les gens ont été plus coopératifs, ont plus coopéré, ont plus participé au bien commun. Et quand les chercheurs leur ont dit, attendez, calmez-vous, réfléchissez, à d'autres joueurs, réfléchissez, prenez votre temps, est-ce que vous êtes sûr? Les gens étaient plus égoïstes, ont moins participé au bien commun. Quand on met les êtres humains sous stress, il y a eu une autre expérience où on leur a dit, dans une demi-heure, vous allez parler devant un grand auditoire. Et on les a vite fait jouer un jeu économique, et les gens stressés ont été beaucoup plus coopératifs, ceux qui allaient parler devant un auditoire, que ceux qui n'allaient pas parler. Donc quand on stresse les gens, en temps de catastrophe ou en temps normal, ils sont plus prosociaux. C'est fou, non? Ça, c'est un sacré déclic. Et il y a des anthropologues aussi, ça c'est très beau, qui sont allés tester l'hypothèse de l'homo economicus. Vous savez, cet être imaginaire, rationnel et égoïste, dont on entend beaucoup parler. Ils sont allés à la recherche, c'est comme le Yeti, ils ont fait le tour du monde, ils sont allés voir plein de cultures différentes, et ils ont fait passer ces tests économiques standards à plein de cultures différentes, et à chaque fois, partout dans le monde, toutes les cultures sont beaucoup plus prosociales que les hypothèses de l'homo economicus. L'homo economicus n'existe pas. C'est une hypothèse de laboratoire abstraite qui n'existe pas en vrai. Et finalement, l'être humain, ce qui est très très beau, je trouve, c'est que nous sommes une espèce de primate immature, un verbe. On sort du ventre de notre mère, on est une larve complètement vulnérable. C'est pas du tout comme les antilopes où les zèbres ils sortent, hop, ils galopent. Nous, on a besoin d'années, de soins, etc. On a besoin de papa, de maman, des grands-parents, la grand-mère. La grand-mère a un rôle clé dans l'évolution humaine. Je vous assure, les anthropologues parlent même de grandmothering. Ils ont un verbe pour ça. Le rôle des grands-mères est un rôle clé dans l'évolution humaine. Les grands-mères, les oncles et tantes, le clan. On a besoin du clan. On sort à la naissance, on est vulnérable. S'il n'y a pas le clan, on est mort. Et c'est cette extrême vulnérabilité qui a fait de nous des êtres ultra-sociaux, c'est-à-dire ultra-puissants. Et pour fermer le paradoxe, c'est cette puissance aujourd'hui, ultra-puissance, qui nous rend très vulnérables. Et ça, c'est l'histoire de l'effondrement. On en discutera après. Alors ce fameux déclic, quatrième déclic que j'aime beaucoup, un milieu hostile fait émerger l'entraide. Waouh! Est-ce que vous y croyez ou pas, ça? Il y a des gens qui lisent notre livre, ils disent « Ah, il est super ton livre, mais j'y crois pas. » J'y crois pas, c'est pas possible. Et ça nous fait croire, en fait l'être humain, il croit à des histoires incroyables. On arrive même à croire qu'il n'y a qu'une loi dans la jungle. On croit des balivernes. En fait, vous savez, vous avez peut-être lu Sapiens, l'essai de Harari qui retrace l'histoire de l'évolution humaine.
Et à un moment, il date à moins 70 000 ans, la révolution cognitive, où l'être humain, il est parti dans sa tête, il s'est raconté des histoires, et il a fondé toute sa vie, sa représentation du monde sur les histoires qui se racontaient. Et du coup, on s'est découplé de l'évolution biologique, dont on dépend toujours, hein, je vous rappelle, mais on a rajouté une couche d'évolution culturelle en plus. Et là, on tourne hors sol, dans nos histoires, et on se raconte des choses incroyables. Mais si les bactéries et les champignons nous voyaient, ils se foutraient de notre gueule. D'ailleurs, je crois qu'ils le font. Ça, c'est complètement ridicule. Et on est devenu hyper compétent en compétition. Aujourd'hui, on a des business schools, des facs d'économie, des prix Nobel, des équations mathématiques, c'est super. C'est comme si on avait une jambe hypertrophiée. Et la proposition, et on n'est pas les seuls, il y a toute une filiation intellectuelle, il y a beaucoup d'auteurs qui s'emploient à ça, c'est de redevenir compétent en coopération, en altruisme, en solidarité, de retrouver l'usage de la deuxième jambe, de remuscler tout ça, de refaire des facultés, des business schools seulement sur l'altruisme, d'avoir des prix Nobel sur l'altruisme et la solidarité. Et là, on pourra parler d'un vrai projet de société. Et le but, c'est pas d'arriver dans le monde des bisounours, c'est pas du tout ça. On peut tout à fait s'entraider pour massacrer son voisin, hein, je vous rappelle. C'est juste, la proposition, c'est de donner quelques outils de compréhension des mécanismes du vivant. Retrouver l'usage de ces deux jambes, arrêter de boiter, ça ne veut pas dire qu'on sait où on va aller. Ça veut juste dire qu'on va marcher là. Tout reste ouvert. Donc voilà la proposition. C'est de retrouver l'usage des deux jambes. Voilà, un grand déclic. L'entraide est un facteur d'évolution. Merci Kropotkin. C'est mon héros, je vous le dis tout de suite. Alors, j'espère que j'ai un peu de temps, mais celui-là, Gauthier, il l'aime beaucoup. Et moi, j'avoue que je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer. C'est un petit déclic sympathique. Et je finirai, il y en a juste un autre après, mais c'est la fin. Vous avez deux espèces, l'espèce A et l'espèce B. Donc on est dans les mutualismes, hein, vous voyez, qui ont des relations entre elles. Et elles évoluent. Voilà. Et donc, lorsque deux espèces interagissent, et chacune tire un bénéfice de l'interaction, comment ça s'appelle? On l'a dit aujourd'hui. Symbiose ou mutualisme. Voilà. Coopération. Symbiose, c'est quand c'est obligatoire. D'accord? Quand l'un ne peut pas se passer de l'autre. Mutualisme, c'est assez réversible. Quand il n'y a plus, c'est zéro. Est-ce qu'il y a des biologistes dans la salle? Vous vous souvenez de vos cours? Donc là, c'est par exemple un grand arbre dans la forêt, dans la jungle, puis une petite orchidée qui est au-dessus. Bon, le grand arbre, il s'en fout. Et la petite orchidée, elle est contente d'être là. Voilà. Ça s'appelle un commensalisme. Okay. Quand il y a 0 et moins. Alors là, un exemple, ça serait... vous voyez Fleming avec les antibiotiques, là, les boîtes de pétri, quand il a découvert l'antibiotique, il a fait pousser un champignon. Le champignon, en fait, il diffuse un antibiotique. Les bactéries, elles souffrent. Le champignon s'en fout. 0 moins, commensalisme. 0,0, donc ça c'est de la coexistence. Avec Gauthier on se marre parce qu'on se dit que les biologistes n'ont pas encore bossé assez pour trouver un signe. Mais voilà, c'est coexistence. Les biologistes s'amusent à classer tout. Mais plus et moins, alors ça c'est connu. Prédation, et il y en a un deuxième. Parasitisme, super. Et là il y en a qui ont déjà vu ce tableau, laissez les autres deviner. Il n'en manque qu'une. Il y a 2 semaines, 3 semaines, je suis quelqu'un qui m'a dit c'est le mariage. J'étais au syndicat des patrons de Suisse et il y en a un qui m'a dit c'est le capitalisme. C'est pas faux non plus. En fait, c'est la compétition. Et oui, la compétition, elle est stressante. La compétition pour les deux espèces, elles ne veulent pas y aller, c'est dangereux, c'est risqué, on risque de mourir, on risque de se blesser. La compétition, elle est utile pour marquer des territoires, pour dire ça c'est à moi, ça c'est à toi, voilà la limite, pour les questions de reproduction, etc. C'est utile, il en faut.
C'est la compétition qui maintient un équilibre dans notre bouche entre les micro-organismes bénéfiques et qui empêche les pathogènes d'arriver. Les pathogènes arrivent, ils rentrent en compétition avec les bénéfiques, ils sont rejetés. C'est bon la compétition à certains moments, sauf que c'est coûteux. Quand il y a des tigres ou des, je sais pas, des lions ou peu importe, qui arrivent, ils se battent, ils risquent d'être blessés, de mourir, et ils le font sur 10 minutes, 5 minutes, peut-être un peu plus, et ils se battent pas 24 heures sur 24. La compétition, c'est stressant, c'est risqué, c'est mortel. Et du coup, il y a plein d'animaux qui ont inventé ça s'appelle des comportements ritualisés. Ils arrivent, ils montent leur biscotto, ils s'évaluent, ok, c'est bon, t'as gagné. Et ça évite de se battre. Et c'est très fréquent dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est stressant. Cortisol, etc., adrénaline, stress. Et si vous mettez des gens, des animaux, dans une arène, 24 heures sur 24, qui ne sont pas bien armés, parce que le sport et la compétition, c'est super, mais quand on est en forme et bien équipé, si vous mettez nos sportifs dans une arène qui sont fatigués, qui n'ont pas le bon équipement, qui ne veulent pas y aller, qui sont déjà épuisés, eh ben c'est stressant, ça fait du burn-out, des stress, des cancers, des gastrites, ce que vous voulez. La compétition, c'est fatigant, c'est coûteux. Ah, ça fait du bien de le dire. Et voilà, une histoire que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans le milieu anarchiste justement. L'âne du Buridan, vous avez 2 ânes qui essayent de manger, puis ils n'y arrivent pas. Alors ils s'arrêtent, ils font un pas de côté, ils réfléchissent, ils ont un déclic, et puis ils mangent. Et alors ce que je trouve génial, c'est ça, vous voyez cette laisse, comment ça s'appelle? Eh ben c'est un lien qui libère. Et je suis très fier d'avoir publié ce bouquin aux éditions des Liens qui libèrent, justement. C'est beau. Et tout ça, pourquoi retrouver ce temps long, les principes du vivant? Je vous parle de bactéries, ça n'a peut-être rien à voir dans votre quotidien, je ne sais pas, ça ne vous parle pas. En fait, retrouver le temps long, retrouver les principes du vivant, c'est important. Déjà, on se sent mieux, on se sent ancré en interdépendance radicale avec tous les autres êtres vivants. Ce qu'on fait comme comportements prosociaux, altruisme, etc., c'est pas du tout anecdotique, ça sort de toute une filiation humaine, culturelle et même biologique depuis la nuit des temps. Et c'est important, dès maintenant, de le mettre en place, de développer cette culture. Pourquoi? Pour les années qui viennent, qui seront probablement plus que probablement catastrophiques, avec des grandes ruptures. C'est un euphémisme pour dire que ça peut être très très dur au niveau politique, social, et qu'il risque d'y avoir des ruptures dans l'ordre social, justement, et de ce que j'appelle maintenant l'effet Nutella. Vous avez vu il y a quelques mois, il y a eu Intermarché, je crois, je ne sais plus quel supermarché, qui a mis le pot de Nutella à 1,50 €, 4-5 €. Il y a eu des émeutes, les gens ils sont arrivés, ils prenaient 20 pots de Nutella, ça fait le buzz sur... Ils se battaient, il y en a qui piétinaient les autres, etc. En cas de pénurie, nous on a vraiment l'impression qu'on va se battre, qu'on va s'entretuer. Ce sont les films hollywoodiens qui nous mettent ça dans la tête, c'est en partie justifié, il y a des effets Nutella. Et selon moi, c'est là parce qu'il y a une culture de l'égoïsme et de l'individualisme très profondément ancrée, qui est là depuis des décennies. On peut monter à 4 siècles, si vous voulez, l'invention du libéralisme, le néolibéralisme aussi, à chaque fois on remet une couche. Et pourquoi on a développé ça, cette culture de l'égoïsme? Elle a émergé parce qu'on est très riche. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient là hier, pour Jean Covici? Vous vous souvenez ce qu'il disait? Les esclaves énergétiques. Nous, on vit, nous les Européens moyens, pour nous loger, nous transporter, nous chauffer, nous divertir, nous instruire. C'est comme si on consomme des énergies fossiles, et on consomme l'équivalent de 500 esclaves énergétiques. 500 personnes qui travaillent pour nous, chacun de nous, en permanence. C'est la puissance du pétrole qui nous fournit à chacun de nous 500 esclaves. On est tous des pharaons, tous, chacun de nous. Et on peut venir ici profiter d'une conférence, avoir un super ordinateur, venir en bagnole, machin, avoir de l'électricité, grâce au pétrole et au charbon et au gaz naturel. Et c'est parce qu'on est hyper riche, chacun a 500 esclaves, qu'on peut se permettre de dire à son voisin, écoute, moi, j'ai pas besoin de toi. Fais ce que tu veux, moi j'ai pas besoin de toi. Et on peut développer
super facilement une culture de l'individualisme. Et là, il y a des philosophes qui vont plancher dessus et tout. Mais sinon, c'est pas possible. Ça marche pas. L'individualisme, c'est un luxe. Et en cas de pénurie en milieu hostile, vous devinerez aisément qui seront les premiers à mourir. En tout cas, qui, dans un siècle, auront survécu, est plus coopératif, c'est évident. Et je terminerai par justement l'imaginaire. Alors, je ne sais pas à combien de temps on est, est-ce que quelqu'un t'anime? L'imaginaire, pour moi, et donc c'était un message important qu'on transmettait dans les conférences sur l'effondrement, c'est toujours le même. Le terrain des luttes, c'est enfin, pour moi, le terrain important de la lutte, de la créativité ou de, je sais pas, des choses à faire, on va dire de manière générale, c'est l'imaginaire, c'est se raconter de nouveaux récits. Aller chercher les mythes, l'inconscient collectif qui nous bouge, qui nous fait nous déplacer, nous agir, et retravailler ces récits. Quand on parle de transition, d'effondrement, il y a toujours des gens qui vous disent ça sera la catastrophe, on va s'entretuer, ça sera Mad Max. D'autres qui vous disent on va aller coloniser l'espace, envoyer des voitures Tesla sur Mars, des choses complètement n'importe quoi. Il y en a qui vont vous dire qu'ils jouent trop aux jeux vidéo et qui vont dire ah mais ça va être plutôt comme ça. Et d'autres qui sont dans des villes en transition et qui vont dire waouh les potagers collectifs, la permaculture, ça va être génial. Et on a tous un imaginaire qui nous met en mouvement. Là je vous donne une métaphore parmi d'autres, vous la connaissez sûrement. C'est celle que j'aime beaucoup, c'est que le système industriel, dont parlait Jean Covici hier, qui est en train de s'effondrer, c'est le grand arbre qui s'effondre. On ne va pas passer notre temps à le ralentir. On peut même le laisser tomber et se concentrer sur les jeunes pousses qui émergent. Les jeunes pousses qui émergent parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a une clairière, parce que l'arbre s'est effondré. On peut voir les choses comme ça. C'est juste une manière de raconter les histoires qui fait des déclics aussi. Une histoire de déclic. Celui-là, vous le connaissez? Ah, j'aime bien celui-là. Vous voyez, c'est l'être humain libéral, le début de la révolution industrielle. Alors lui, il est dans la raison, les lumières, et l'ascension incroyable, époustouflante, grâce aux énergies fossiles, à la technique, à la puissance de son esprit. Là, on est dans la mythologie de la séparation nature-culture, la séparation corps-esprit, dans Descartes, etc. Ça mène à des sommets. Aujourd'hui, on se trouve là, et il y a des affreux écologistes qui nous disent que ça va redescendre, ça va être la décroissance, ça va être la sobriété, c'est pas agréable à entendre ça. C'est un récit qui n'est pas agréable. Et vous prenez la même courbe, vous la renversez, mais c'est la même courbe, et vous avez l'histoire de la transition. Ça, c'est l'être industriel qui a plongé dans une vasque obscure, gluante, dégueulasse, puante des énergies fossiles. Et là, on est ici, on ne sait même plus voir, on ne sait même plus respirer. Ça pue, on n'arrive plus à se faire des câlins, on ne se voit plus, on est tout seul. Et si l'histoire de la transition, c'était juste une sortie, à l'air libre, respirer enfin, se retoucher, se reconnecter aux êtres vivants, au soleil, etc. Oui, c'est la même courbe, et juste raconter notre histoire. Et j'en ai une belle pour vous. Est-ce que vous voulez... Là, j'ai trouvé juste pour vous. Est-ce que vous voulez raconter cette histoire ou cette histoire? Merci de votre attention. Cette brillante histoire, conférence, voilà, je suppose que vous avez beaucoup de choses à dire, à interpeller peut-être Pablo sur ce grand récit d'entraide, et peut-être autre chose, le temps de laisser respirer. Respirer 2 minutes. Vous avez commencé à réfléchir à vos questions, il en faudra toujours une première. La plus difficile, voilà, c'est déjà lancé maintenant. La question est simple, est-ce que ce genre d'explication, enfin moi j'ai lu le livre, en fait, est-ce que vous l'avez déjà présenté à des hauts dirigeants en fait, et comment, enfin
Je ne l'ai pas encore, enfin Gauthier non plus, je crois. Alors, les fondements, oui, on l'a présenté à des gens, mais celui-là, non. Par contre, c'est parce qu'il est nouveau aussi, peut-être. Voilà, on a eu plein d'invitations. J'arrive pas d'ailleurs à gérer, mais il y a eu pas mal de choses. Du côté des patrons, c'est bizarre, on a eu 2 invitations. Le monde de l'entreprise réagit pas mal à ça. Il y a une sorte de ras-le-bol dans le milieu de l'entreprise sur trop de compétition, trop de burn-out et tout. Et ce discours, c'est un bol d'air, du coup. Voilà. Mais le monde politique, on n'a pas encore eu de contact. Alors, nous, on n'est pas proactif, on attend que ça vienne. Mais on a eu... si, moi j'ai formé, il y a 3-4 mois, les cas du ministère de l'écologie et de l'environnement en France, quand Nicolas Hulot venait d'être élu, il nous avait demandé un cours sur l'entraide et sur le fondement. Et c'est tout. Mais je pense que c'est un livre qui va être lu, mais en fait c'est un livre qui peut-être provoque des déclics, mais qui n'est pas gênant. Facilement balayer d'un revers de main ou dire c'est gentil avec les trucs. Mais voilà, mais c'est pas un point dans la gueule non plus. Alors, j'espère que ça fera son chemin. Moi, mon souhait le plus profond, c'est que ça soit le cours principal de toutes les business schools. Et même de toutes les maternelles. On n'aurait jamais dû écrire ce livre, en fait. Ça devrait être appris dès la primaire. C'est quelque chose de... Voilà. Mais mon politique, pas encore. Si vous avez des adresses ou des contacts. Bientôt les élections communales. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Bonsoir. Vous avez parlé avec deux forces, l'individualisme et puis il y a l'entraide. Et puis, comparé un peu aux faites, elles font partie de ce qui se passe pour les animaux, pour les végétaux. Et une troisième force qui me vient en tête, c'est la soif de pouvoir, c'est certains individus qui vont manipuler, peut-être justement des gens qui sont individualistes ou des gens qui sont altruistes. Et ça, où est-ce que vous le placez dans les choses naturelles? Est-ce que ça existe aussi dans les organismes naturels? Absolument. La force de la soif de pouvoir, enfin, qui est quelque chose qui peut mener certaines personnes ou certains groupes de personnes. Effectivement, ça existe dans le monde vivant. C'est un chapitre qu'on n'a pas traité. Moi, j'adore cette photo. Ce dessin, c'est Gauthier qui la présente souvent. Je vous laisse découvrir, mais il y a toujours un effet de retard. C'est le dada de Gauthier en fait. Gauthier Chapelle, il adore parler de ça. Et alors je ne veux pas déformer son message, mais je vais un peu rapidement le dire quand même. Parce que si on doit écrire un jour un tome 2, ça sera un des gros chapitres. La question des hiérarchies du pouvoir dans le monde vivant. Parce que les hiérarchies, enfin les structures hiérarchiques pyramidales favorisent la compétition et détruisent l'entraide. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que les hiérarchies pyramidales, les organisations hiérarchiques pyramidales n'existent pas dans la nature. Le monde vivant n'a pas sélectionné ça pour des millions d'années. Pourquoi? Parce que c'est peut-être efficace à un moment donné, à un temps T, dans un environnement stable, mais quand l'environnement n'est pas stable, c'est la première chose qui se déglingue. C'est pas stable. Dès que c'est un peu complexe, c'est pas efficace. Et les systèmes vivants sont des systèmes complexes et adaptatifs. Donc c'est pas du tout adapté au monde complexe, au monde changeant. Et nous arrivons justement dans un environnement qui change. Je ne vais pas vous faire les cours de climat, de diversité, tout ça. On arrive dans un monde incertain, irréversible, chaotique, etc. Et toutes les structures pyramidales, pour moi, et les macrostructures qui sont en plus très coûteuses énergétiquement, pour moi tout ça va disparaître. Et c'est en train de disparaître. Il y a un grand mouvement des organisations décentralisées, collaboratives, etc. qui est en train de naître. C'est très puissant. Pour moi, c'est un mouvement qu'on ne peut plus arrêter. Et on observe bien la mort, la décrépitude de ces systèmes.
Que dire? Oui, sur le pouvoir, il y a plein de choses à dire, hein, les dominations, les leaders, c'est quelque chose de très présent dans le monde animal. Et c'est encore à l'état embryonnaire, nos recherches avec Gauthier, mais ça nous passionne. On a réuni d'ailleurs quelques travaux là-dessus, sur le lien entre entraide et pouvoir, ou compétition. Voilà, si jamais il y a un tome 2, ce sera ça. Sinon, peut-être des articles qui viendront. Mais là, je n'ai pas encore les idées super claires là-dessus. J'ai juste des intuitions et des observations de Gauthier aussi. On ne peut pas comparer ça, peut-être le corbeau dans la nature, par exemple, la reine chez les abeilles, c'est pas exactement cette position-là de pouvoir qu'elle a, c'est autre chose. Non, non, alors les abeilles et les fourmis, vous pouvez comparer ça à un super-organisme. La colonie, c'est un super-organisme. D'accord? Le corps humain, c'est un super-organisme. C'est une association de plein de cellules spécialisées qui collaborent pour que le super-organisme fonctionne. La colonie, c'est pareil. Et la reine fourmi, c'est un abus de langage, c'est pas une reine qui a un pouvoir, c'est l'organe sexuel de la colonie. C'est les gamètes, enfin, ceux qui produisent les gamètes, etc. Comme nous, on a des gonades. Et les ouvrières, c'est des cellules somatiques. La cellule du bras, ma cellule du bras, elle est stérile. Elle ne se reproduit pas. Voilà, et c'est comme une ouvrière de la colonie. Donc il n'y a pas vraiment un pouvoir. Il y a une slide de Gauthier qui dit voilà, la baleine, c'est le plus grand organisme assez pyramidal. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas une cellule chef dans la baleine, mais c'est quand même structuré en dominance, en hiérarchie, avec des hormones, des organes qui dominent un autre, plein de boucles de rétroaction compliquées, mais c'est pas du tout simple. Et voilà, comme une structure humaine. Dans une forêt, vous n'avez pas un arbre chef, ingénieur en chef, ou ministre. Bon, toi tu pousses là, bon, toi tu pousses pas là. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est très décentralisé. Heureusement. Oui. Peut-être ça existait, mais ils sont plus là pour en parler. Monsieur. Bonjour. En termes de collaboration dans la panique, je pense que vous avez oublié un petit peu ce qui se passait parfois dans les stades de foot. C'était quoi votre premier mot en termes de collaboration dans la panique? Ah, dans la panique. Oui, oui. Vous faites référence au EZ. Oui, par exemple, mais pas seulement. Ça c'est quand même régulièrement passé. Mais c'est pas ma question en fait. Je voulais savoir si vous pensiez. Et il y a une deuxième chose. Je voulais savoir si vous pensiez de l'attitude du gouvernement français dans la ZAD, dans cette organisation de personnes qui s'entraident pour faire autre chose autrement. Juste répondre sur les ailes, parce que c'est intéressant, c'était une note de bas de page justement. Alors, il y a des cas rares où les individus, quand il y a une catastrophe, sont coincés dans un tout petit espace. Il y a eu une discothèque au Brésil, là, il y a, je sais plus, 2 ou 3 ans, où il y a eu un mouvement de foule. Et j'ai été voir les photos, les vidéos du ESL, et en fait, il n'y a pas tant de panique que ça. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de foule, et en fait, les gens coincés, ils paniquent pas, ils sont parfois même en train de céder, etc. Et donc c'est aussi à mesurer. Il y a des cas où il y a des configurations qui provoquent des mouvements de foule qui peuvent soit apparaître pour de la panique, soit être un peu de la panique quand même. Mais les scientifiques ont renoncé au mot panique, hein, dans la description. Voilà. Mais globalement, le mot panique est trop fort pour décrire ça. En fait. Et sur la ZAD, alors c'est une question, je suis pas super calé là-dessus. Moi je dirais, c'est pas une manière de botter en touche, mais le gouvernement, c'est aussi une structure qui s'entraide de collaboration, qui a une raison d'être, des objectifs. La ZAD, il y a des jeunes pousses, vous voyez la référence à ma métaphore sur la transition. Pour moi, la ZAD, c'est typiquement le lieu de friction des imaginaires aujourd'hui. Il y a des gens près de la ZAD, de l'aéroport, qui voulaient l'aéroport, ils voulaient de la croissance, de l'emploi, etc. Ils voulaient plein d'avions.
Puis il y a des gens là, qui nous disent mais non, on ne peut pas des avions, il y a déjà trop de CO2 dans l'atmosphère, de toute façon il n'y aura plus d'avions dans 10 ans, il n'y aura plus de pétrole, autant faire quelque chose de nouveau. En fait, tous les deux ont raison dans leur système de pensée. Ils ne peuvent pas se comprendre, ils n'ont pas le même imaginaire, la même vision de l'avenir, la même représentation du monde, etc. Et là, il se trouve qu'il y a un groupe qui est plus fort et qui a plus de moyens et qui tape les plus faibles. Mais c'est vrai qu'en termes, alors là je sors de l'entraide, mais en termes de résilience, pour moi c'est catastrophique. C'est-à-dire les jeunes pousses qui créent plein d'alternatives, comme à la ZAD, enfin dans toutes les ZAD, mais ailleurs, partout, il n'y a pas besoin d'être une ZAD pour créer quelque chose de fou. Mais quelque chose de nouveau, d'innovant, de dérisoire, de fou, de comment le mot ne vient pas. Ça me reviendra. Pour moi, l'avenir et la résilience, les capacités qu'on aura dans quelques années de retomber sur nos pattes, viendra justement de la diversité des jeunes pousses d'aujourd'hui. Et par diversité, j'entends des manières différentes de penser. Les jeunes pousses qui partent dans tous les sens, et même contradictoires. Et il faut cultiver le côté contradictoire des jeunes pousses. Il faut cultiver le dissensus. Et c'est exactement l'inverse qu'on observe aujourd'hui. Et c'est typique des gouvernements, des élites économiques et politiques, la veille d'un effondrement. Ils prennent une mauvaise décision parce qu'ils coupent l'herbe, ils coupent toutes les mauvaises herbes, tout ce qui dépasse, pour conserver le système justement qui les a amenés là. Et ce faisant, ils réduisent leur capacité de retomber sur leurs pattes, ils cristallisent le système qui s'effondre. Et c'est la constante de tous les effondrements historiques, c'est Jared Diamond qui dit ça dans l'effondrement. Une des causes, toujours, il y en a 5, mais celle qu'on retrouve toujours, c'est les mauvaises décisions économiques et politiques des élites, parce qu'ils sont... alors c'est la métaphore de Bip Bip et le coyote, pour reprendre des métaphores, j'aime bien celle-là. Vous voyez Bip Bip, le coyote qui se poursuit, et à un moment le coyote, il arrive au-dessus de la falaise, et il fait oh oh. Vous voyez ces 2 secondes de oh oh. Ça, c'est les élites aujourd'hui. Ils sont très bien. C'est-à-dire qu'en confort, ils sont sur une trajectoire confortable et ils sont encore dans leur poussin. Et nous aussi, hein, on est riches, industrialisés, classe sociale, c'est pas encore trop. Voilà, classe moyenne, on s'en prend plein la gueule, mais quand même, ça va. Et il y a déjà des classes sociales et des pays, des régions qui sont déjà tombées, mais les élites ne tombent pas encore. Et tout le monde, à beau s'effondrer, ne voit pas qu'ils sont dans leur poussin de confort et prennent des mauvaises décisions. Et pour moi, ce qu'il faut faire, c'est nourrir les jeunes pousses parce qu'elles sont des mauvaises herbes et parce qu'elles sont différentes de nous. Parce qu'un jeune informaticien qui a fait des super études, il quitte son travail, mais j'en ai plein d'exemples comme ça, des gens qui viennent me voir, voilà, j'ai quitté mon job, je gagnais, je sais pas, 6 000 € par mois, moi j'ai envie de faire de l'attraction animale en permaculture, dans Dordogne, j'en sais rien. Et il y en a plein. Et le gars, il va dire, pourquoi tu fais de l'attraction animale? C'est con. Enfin, il y a des tracteurs, c'est plus puissant, comme dirait Jean-Claude hier. En fait, c'est peut-être idiot aujourd'hui, et ça peut peut-être être une solution. Elle a découvert des principes d'organisation. Elle a étudié plein de cas de biens communs naturels, des pêcheries, des nappes phréatiques, des forêts, qui sont bien gérés par les habitants eux-mêmes, en auto-organisation. Et la croyance, la mythologie du XXe siècle, c'est que pour gérer ces choses-là, il faut soit un État fort, qui vient dessus, qui contrôle tout, on a vu que ça ne marche pas du tout, et elle l'a montré, soit on donne un petit peu de la ressource à chacun, on privatise tout, et c'est le marché qui va autoréguler ça. Ça a été montré, ça ne marche pas. Ni l'un ni l'autre, ni l'État, ni le marché ne fonctionnent. Et elle a montré que dans les cas des biens communs naturels et d'autres biens communs, c'est l'auto-organisation ad hoc, en fait, des gens qui se créent des règles, etc. Et dans plein de cas différents partout dans le monde, etc. Et c'est génial parce que c'est un chapitre d'ailleurs qu'on développe dans le livre, que ces principes, ces 8 principes qu'elle a développés, si vous suivez ces 8 principes d'organisation dans un groupe, vous avez toutes les chances de réussir à gérer un bien commun qui est un système complexe, qui est très difficile à gérer. Et en fait, on retombe sur des principes de l'évolution qu'on est en train de découvrir là, que je vous ai un peu parlé. Et il y a des évolutionnistes qui ont publié avec Ostrom, avant qu'elle meure, parce qu'elle est morte il n'y a pas longtemps,
pour montrer qu'elle a touché là au principe de l'évolution du vivant. Voilà, c'est super beau comme travail. Là, moi, j'ai beaucoup suivi, j'ai décrit des expériences économiques. On appelle ces groupes d'expérimentaux, c'est des radical economists. Et il y en a un qui fait un des premiers, des pionniers, c'est un Suisse, et génial, quoi. Il s'appelle Ernst Fehr, F-E-H-R. Pour moi, il est nobélisable. Enfin, il va peut-être avoir un prix Nobel dans les années qui viennent. Il a écrit des travaux magnifiques, il a fait des travaux en neurosciences, en économie expérimentale, pour montrer que l'être humain est complètement irrationnel, qu'il est pro-social, il répond à des normes, voilà, altruisme, machin, tout ça. S'il y a un prix Nobel, ça sera un beau prix Nobel. Et quand je dis qu'il faut des prix Nobel sur l'altruisme, c'est exactement ça. Montrer au monde entier, c'est incroyable ce qui est découvert là. Et ça, voilà, ça va s'imposer, je pense. Oui, bonjour. En fait, par ici. Voilà, moi j'ai pas lu le bouquin sur la collapsologie, je pense que je vais le mettre. Mais en fait j'ai l'impression que vous opposez, donc j'ai deux questions, une globale et une sous-question. J'ai l'impression que vous opposez la compétition donc, et l'entraide, bien sûr, la compétition dans un monde global et l'entraide dans un monde local. Est-ce que vous n'avez pas l'impression ou peur que si on retourne dans le monde local, on aura alors une compétition, mais non plus à l'étape individuelle, mais à l'étape de groupe, comme c'était le cas avant tout ce qui était libéralisme et autres? Ok, merci. Ça c'est une bonne question parce que je n'ai pas pu aborder ça là, mais en fait, la structure, l'architecture de l'entraide, de la coopération dans le monde vivant, c'est des poupées russes. Il y a différents niveaux. Là, ça va peut-être être un peu flou, abstrait, mais je disais tout à l'heure, on peut s'entraider, coopérer pour massacrer son voisin. C'est l'histoire de l'humanité, des guerres et tout ça. Voilà. D'ailleurs, plus on s'entraide, plus on crée une fusion entre les individus d'un groupe, plus on favorise l'entraide, il y a tous les mécanismes et des ingrédients pour faire ça, plus on favorise aussi la fermeture du groupe. C'est-à-dire qu'il y a une hormone qu'on a qui s'appelle l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, de l'allaitement. La mère et son bébé, ils sont bourrés d'ocytocine parce qu'ils sont en train de s'attacher. Deux amoureux aussi qui sont dans la chimie de l'amour, ils sont dans l'ocytocine. Quand vous faites un hug à quelqu'un, un câlin, au bout de 8 secondes de câlin, vous avez un shoot d'ocytocine. Vous faites un massage aussi. Donc les hugs, plus de 8 secondes. C'est important. Et ça, cette hormone de l'ocytocine, ça provoque aussi la confiance. Au moment où on fait des sprays d'ocytocine, et dans les jeux économiques, ils ont beaucoup plus confiance en l'autre. Il y a des gens qui voulaient faire des pchits d'ocytocine dans les colloques, dans les meetings politiques. Et en fait, ils se sont rendus compte, que c'est assez vicieux aussi, il y a un côté obscur de l'ocytocine, c'est que ça pouvait rendre plus violent, par exemple, les maris qui étaient déjà violents. Et ça pouvait, en fait, ça développe un sentiment aussi de défense du clan. Pas d'attaque des ennemis, mais de défense du clan. Si on vous attaque, de l'extérieur, vous avez une membrane, voilà votre groupe, votre drapeau, je sais pas, votre famille, votre club de foot, de supporters de foot, je sais pas. Si les autres vous attaquent ocytocine, et c'est des mécanismes d'agression mais de défense. Voilà, et donc ça ferme le groupe. Plus le groupe est soudé, plus il se ferme à cet extérieur. Donc tout l'enjeu, l'équilibre, là, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est mettre le projecteur sur une autre jambe. C'est mettre le projecteur sur l'autre moitié. On était hémiplégique jusqu'à maintenant, on va essayer de rebouger entièrement. C'est de yin et de yang en quelque sorte. Ça veut dire qu'il y a toujours de la compétition, de la coopération. Quand vous avez coopération dans un groupe, vous avez aussi compétition entre les groupes. Et on a découvert aussi que les groupes pouvaient s'entraider aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la compétition. Et il y a des règles d'entraide entre les groupes. Quelles sont-elles? Et dans les mêmes qu'entre individus. Alors je ne les ai pas développées, mais il y a des mécanismes, des sentiments d'égalité, de confiance, de sécurité, tout ça. Voilà. Si on a ça entre les individus et un groupe, ils coopèrent. Si on a ça entre les groupes, ils coopèrent. Il y a une sorte de recette, il y a des outils pour coopérer, qui marchent à tous les échelons. Les groupes de groupes, les super groupes, etc. Et donc, évidemment, vous aurez toujours de la compétition, de la coopération, si vous voyez toutes les échelles et toutes les poupées russes. Et c'est ça qu'il faut essayer de maîtriser. Ce livre, c'est juste les outils pour essayer de comprendre tout ça et essayer de bien gérer ça. Essayer de ne pas s'entretuer,
Bon, ça sera... C'est pas le monde des bisounours, hein. On va toujours continuer à s'entretuer, mais on va bien le faire. Non, mais prenez un exemple, la Syrie et la Libye. C'est deux pays qui se sont effondrés aujourd'hui, pour des raisons X ou Y. Si vous connaissez un peu les stades de l'effondrement, il y en a 5 qui sont au stade 4. Il y a des chefs de guerre, perte de confiance dans les structures, les macrostructures, l'État, retour des mafias. Et il y a des chefs de clan, des chefs de guerre, voilà, Daesh, tout ça, qui ressortent. Ben, Daesh, c'est une entreprise coopérative, qui coopère, montre des choses avec des valeurs, etc. Et puis il y en a d'autres qui émergent, et puis il y a des compétitions. La compétition, on ne pourra pas le... ça fait partie du vivant, tu vois. Donc c'est pas un monde de bisounours, c'est juste pour apprendre à bien gérer tout ça. Bonjour, je m'appelle Audrey, je n'ai pas lu l'entraide, par contre j'ai lu l'effondrement. Je l'ai lu et franchement ça m'a complètement déprimée. Je me suis demandé ce que je devais faire, stocker de la bouffe dans ma cave ou acheter une yourte dans une communauté zadiste. Étant donné que moi j'ai quand même besoin de contacts sociaux et que voilà, la réciprocité pour moi passe peut-être même avant la bouffe, je pensais plutôt vers la deuxième solution. Néanmoins, je me disais quand même, c'est quoi votre vision, justement, vous parliez d'imaginaire, c'est quoi votre vision de la société, si on encore une, à 20 ou 30 ans, peut-être moins, je me demandais. Et vous parlez du côté un peu positif, qu'il pourrait y avoir un effondrement avec ces jeunes pousses, mais moi je pense au côté négatif. Je pense aussi à ce qui va mourir. Et donc je trouve ça assez angoissant en termes de perspective. Voilà. Merci. Effectivement, c'est angoissant. C'est bon signe si vous avez de la peur, si vous êtes humaine. C'est un bon signal. Alors, il n'y a pas que la peur. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a aussi la colère, la tristesse, le désespoir, la perte, le deuil, la joie, très présente aussi. Voilà, il y a tout ça. Certains sont plus réactifs sur certaines émotions. J'ai une petite dia qui est un peu spécifique. C'est les réactions une fois qu'on commence à croire à l'effondrement. Pour ceux qui ont lu et reconnaîtront, il y a ceux qui se disent bon, à quoi bon, tout est foutu, on va finir notre vie au bistrot. Là, on est plutôt dans la dépression, le nihilisme, la tristesse. Et puis ça, les salvapétistes et ceux qui disent ça va péter, bien fait au système, bien fait pour sa gueule, etc. Vivement que ça s'effondre, on entend ça souvent. Ça, c'est plutôt la colère, on va dire. Les collapsologues, c'est les geeks de l'effondrement. Et puis alors là, il y a tout un éventail, vous l'avez un peu dit dans votre question, entre les attitudes de repli, tout seul on va plus vite, et les attitudes plus collectives, ensemble on va plus loin. C'est très schématique, mais ça, c'est plutôt la peur, et là c'est plutôt, on va dire, la joie, l'enthousiasme. Très schématique, hein. Parce qu'on peut inverser, hein. Tout seul on fait rien, et ensemble c'est le bordel. Ça marche aussi. C'est une question d'optimisme, de si on a bien dormi ou pas. Voilà, il y a plein de réactions différentes. Moi, ma vision à 30 ans, moi j'ai des enfants, jeunes enfants, d'après 6 ans, et c'est compliqué, je sais pas. Je prédis pas l'avenir, je sais pas, mais je me prépare. Je pense qu'on a tous des images de survivalistes en tête, un peu caricaturales peut-être. Et je pense qu'on a tous un survivaliste en nous, d'ailleurs vous l'avez dit. Et on a tous un positionneur en nous, on peut voir où on met le curseur, il y a des sensibilités différentes. Moi je me prépare dans le sens où j'essaie de me raconter des histoires dans 30 ans, il y aura plus peut-être 1 mètre de hausse du niveau des mers, il y aura peut-être des sécheresses affreuses, des maladies tropicales, je ne sais rien, des ruptures des tiges qui pètent, des ruptures des chaînes d'approvisionnement, peu importe, des blackouts.
ça peut être affreux, on peut se faire plein d'histoires comme ça. Et puis il y aura aussi des histoires d'entraide, il y aura tout quoi. Donc toute la complexité du monde, elle va être là, on peut pas. C'est incertain, c'est même le moteur, l'incertitude. Moi je dis souvent, si vous étiez sûr qu'en 2050, il y en a qui disent ça, l'espèce humaine disparaîtra, on n'a pas la certitude, mais si vous étiez sûr, on irait au bistrot. Si on était sûr que le réchauffement climatique c'est une connerie, il ne se passe rien en fait, là, il y a une catastrophe. Si on était sûr qu'on pouvait continuer notre trajectoire à l'infini, on ne ferait rien. C'est l'incertitude qui nous met en mouvement. Et on n'a pas l'habitude de ça. Mais je sais pas, il y a plein de postures différentes, ça va être très compliqué. Et surtout l'effondrement, c'est aussi un effondrement des représentations du monde, l'effondrement de notre vision de l'avenir, l'effondrement de notre rapport avec les humains, avec les autres que humains, les non-humains, notre rapport à la science, notre rapport aux croyances, ça va être un bordel. En plus, on va perdre la capacité de communiquer, s'il y a des ruptures d'électricité et tout ça, et de comprendre l'accès aux médias aussi. Là, on a trop de médias, on a trop d'informations, des noyés, mais il y a un moment où il y aura des ruptures, on n'aura pas assez d'informations, on ne saura pas ce qui se passe. On saura qu'il y a une catastrophe industrielle, on ne saura même pas quoi à tel endroit, puis il y aura des déplacés, on ne saura pas quoi. Et ça va créer du bordel. Et il y a des boucles de rétroaction qui font qu'on ne peut pas rien prédire. C'est juste être là, au moment présent, bien être ok, stable psychologiquement. En fait, ça c'est tout l'objet de notre tome 2 qu'on est en train d'écrire, de collapsologie. Comment vivre avec ça? Voilà. Donc rendez-vous dans 6 mois avec quelques éléments de réponse. En attendant, bon courage. Alors, on va prendre encore 2-3 questions et on va tout doucement clôturer pour que après Pablo puisse signer les ouvrages à la terre. Moi j'ai un petit exercice à vous faire, ça dure 5 minutes. Peut-être que tu veux, il y avait encore des questions? On prend une intervention. Une intervention, Pablo Clôture. Oui, bonjour. Oui. C'était par rapport à vos contacts avec le monde du journalisme, parce que je trouve que les médias, en tout cas moi je viens de France, et je trouve que les médias français, dans leur grande majorité, n'ont pas cette ouverture vers un autre imaginaire et nous traitent de drames, de guerre, de violence, mais sans jamais, ou très rarement, nous servir la coopération qui existe à toutes sortes de niveaux. Et je trouve qu'il y aurait fort à faire au niveau des médias, en tout cas les médias français. Alors oui et non, je suis à moitié d'accord. C'est vrai que comme vous, l'impression qu'on parle trop des mauvaises nouvelles, et en même temps pas assez. À la fois on parle pas assez des vraies catastrophes, mais à la fois il y a beaucoup de journaux positifs. Moi je suis interviewé par plein de journaux qui viennent et qui me disent non mais l'effondrement, par contre l'entraide, ouais, racontez-nous. Qui veulent que du positif. Il y a des journaux, des expériences positives. Imagine, longtemps a été braqué sur le positif. J'ai fait du lobby pendant des années pour amener le thème de l'effondrement. Ça a marché maintenant, mais c'est dur. Et les journaux écologistes sont souvent dans le positif. Je pense qu'il y a quand même un biais qui vient plutôt du lecteur. En partie, je sais pas d'études là-dessus, mais notre cerveau est fait de telle manière qu'on est très attentif aux mauvaises nouvelles, aux possibilités de catastrophes, d'accidents, etc. On est fabriqué comme ça. On réagit plus fort, avec plus d'émotions. Il y a peut-être ça aussi. Mais... La criminalisation de la résistance, oui. En France, des mouvements comme abus, l'enfouissement des déchets. Mais ça a toujours existé. On criminalise des mouvements qu'on n'aime pas, mais c'est tout ce qui est à l'encontre des mauvaises. Enfin, c'est ce que je dis, les mauvaises herbes. Il y a plein de techniques pour les détruire, dont la manipulation des médias, mais ça existe depuis des siècles, c'est pas nouveau. Je pense que quand je disais la guerre, la lutte se situe aussi au niveau sémantique, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a une guerre dans les médias. C'est une guerre vraiment
il y a des destructions affreuses, des effondrements de biodiversité. Il y a vraiment des gens qui défendent le fait que les insectes ne meurent plus en masse, les oiseaux, enfin, c'est vraiment une guerre là actuellement. Il y a des fronts de guerre, et Notre-Dame-des-Landes, c'est un des fronts. Et la lutte se situe aussi au niveau des médias, mais il y a énormément de collusion entre le pouvoir et les médias, on sait, hein, tout ça c'est décrit par Acrimed, par l'Observatoire des médias. Voilà, ça fait partie du front de résistance. Et on aura besoin, je dis souvent, hein, aussi bien des activistes, des militants, que des méditants, de ceux qui sont aussi dans une autre manière d'être au monde, voilà, de l'intériorité, etc. On a besoin des deux. On a besoin de gens qui créent les jeunes pousses et de gens qui luttent pour que l'arbre ne détruise pas trop. On a besoin des deux, quoi. Ça dépend de la sensibilité de chacun. On fait un petit exercice. Alors, avant d'aller boire des verres, je vais vous demander de vous mettre 2 par 2. Ça dure 4 minutes. 2 par 2, de préférence avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ah ouais, en fait, c'est dur. Hein. C'est chiant. Pour ceux qui seraient inquiets, c'est intéressant. Ça met en pratique toute la génération. Il y a plein de gens qui regardent devant. Alors, restez là devant. Et alors, je vais dire une phrase. Je vais dire le début d'une phrase avec 3 petits points. Écoutons. Je vais dire le début d'une phrase avec des points de suspension et vous allez juste parler 1 minute à votre voisin, allez 1 minute 30, continuez la phrase que je vais dire. Et alors ce qui est important, c'est que l'autre, la personne qui écoute, elle écoute attentivement, une écoute active, elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de réagir, elle écoute attentivement. Et la personne qui parle, là, voilà, 1 minute 30, je vais vous donner le signal pour continuer la phrase que je vais dire, ok? Alors, là, vous mettez vos mains comme ça, celui qui a la main la plus grande, écoute. Attention à la phrase. Un moment où j'ai vraiment été touché par un acte d'entraide, c'est un moment dans ma vie où j'ai vraiment été touché par un acte d'entraide, c'est